Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour chers amis, c'est reparti pour votre café presse politique. Ensemble, une heure d'actualité que nous allons passer en revue. Avec autour de la table aujourd'hui, il y a Adlen Mehdi, journaliste à Al-Watan. Bonjour Adlen. Il y a Akram Khrieff, responsable du site d'information secret des faits spécialisé dans la défense au Maghreb et en Algérie bien évidemment. Qadir Hussein, éditeur d'Interface Média, qui édite aussi Maghreb émergent, site d'information spécialisé en économie. Bonjour messieurs. Et puis Abed Sharif, journaliste, bonjour. Journaliste indépendant, auteur de plusieurs ouvrages. Tous sont là pour décrypter pour vous l'actualité, à commencer peut-être par une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué, une image, une déclaration peut-être sur laquelle vous aimeriez revenir avant de rentrer dans le vif du sujet. Adlen, je vais commencer par toi en faisant le tour de table. Le développement d'affaires Khabar avec la libération des 3 de KBC et les questionnements après sur ce qui va se passer pour la viabilité du journal et la continuité de ce titre. Moi, c'est la décapitation du gamin palestinien en Syrie qui a mis à jour la supercherie qui est que sont les rebelles modérés. Oui. Hassan. Bon, il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Je vais retenir ce qui est arrivé à la fin parce que le traitement médiatique est tellement asymétrique, tellement différent. C'est évidemment cette, entre guillemets, bavure en Syrie du Nord, au nord de Alep, qui a fait plus de 200 civils morts d'un bombardement des Alliés supposés pour chasser Daesh. Il y a un événement, mais j'ai oublié, je suis un peu déstabilisé en me retrouvant en face d'un admirateur de la méthode Tartag. On va en parler. Ça m'a un peu déstabilisé, donc j'ai oublié l'événement. Bon, il t'a pas raté là. Oui, on va en parler de toute façon tout à l'heure, on va commencer à parler de ça. Voilà, on en parlera tout à l'heure et Adlen reviendra sur cela dans un moment parce que le terrorisme fera partie justement de la deuxième partie de cette émission. Je vous propose quand même, avant d'aborder ce grand thème, de parler de ce qui nous a remarqué toute cette semaine. Un petit rappel des faits. Le président turc échappe à une spectaculaire tentative de putsch. Samedi dernier, il s'affirmait comme le seul maître à bord. Il a suffi qu'il appelle les Turcs à sortir dans la rue et à résister. Une victoire sur l'armée laïque, sur ses ruines. La question est posée. Seul l'avenir nous dira si la Turquie sera plus démocratique après ce coup d'État avorté. Si c'est au menu ce matin, c'est parce que ça nous parle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une semaine après, ce coup d'État avorté continue d'avoir de l'écho ? Ça nous parle parce que... dans le réseau, on va dire, de journalistes que nous sommes de facto, nous partageons certaines valeurs et nous croyons qu'il n'y a pas une spécificité musulmane qui fait que, en terre d'islam, il n'est pas possible de construire des États de droit et des alternances démocratiques. Ça, c'est une conviction forte, je pense qu'on est nombreux à la partager, et que nous avons droit à une modernité institutionnelle qui est celle du caractère sacré du suffrage universel. Ce sont les peuples qui font les gouvernants. Et nous avons pendant longtemps considéré que la Turquie était le modèle. L'Indonésie est un peu loin. On connaît un peu moins le modèle indonésien qui évolue dans le même sens. Que c'est la Turquie qui était en train de nous tracer la voie de cette modernité-là. Et que donc, nous allons pouvoir nous en alimenter, nous en nourrir pour dire, voilà, en Algérie, au Maghreb, maintenant la Tunisie est en train de s'engager dans cette voie, nous régulons nos conflits, notre vie politique, par les urnes, par l'alternance démocratique au pouvoir. Et de voir, au milieu de cette nuit de folie, ce modèle vaciller, évidemment, ça ne peut pas nous prendre aux tripes. C'est vraiment quelque chose d'énorme qui allait s'effondrer, et on se serait retrouvé face à Sisi et au modèle égyptien. Voilà en quoi c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plus que parlé. On était complètement dedans. Abed. Ça nous parle parce que nous appartenons à un espace où
il faut peut-être le dire franchement, la question n'est pas totalement tranchée. On ne sait pas si on est apte à aller vers des systèmes démocratiques ou pas. En dehors des considérations philosophiques ou intellectuelles que peut partager une fraction de la société de manière générale n'est pas totalement convaincue de la solution démocratique. Et donc on a un pays qui offre une curiosité qui offre plusieurs curiosités en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un pays laïque. Donc c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul pays musulman laïque. Donc qui fait cette expérience. C'est un pays qui est tiraillé entre une volonté de devenir européen et une volonté de redevenir un empire. Et donc il est plein de contradictions et d'une certaine manière on s'y retrouve. Et on s'y retrouve aussi par les pesanteurs que ce pays traîne, parce que à côté d'une élite qui est très moderne, qui est très européenne, d'une armée qui est dans l'OTAN, qui est très avancée, etc., il y a des pans entiers de la société turque qui sont encore dans le tiers-monde, le plus tiers-monde, quoi. Et donc, voilà, on s'y retrouve. Adlène. Moi, ce que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux pour la réaction, c'était le fait que beaucoup de gens ont suivi, ont commenté, c'est que quelque part, comme ça s'est passé avec la présidence Morsi ou comme ça s'est passé avec l'élection d'Ennahda en Tunisie, on rejouait le match de 92. Et on se retrouvait avec les mêmes fractures de dire, voilà, les militaires avaient raison d'arrêter les islamistes à une certaine limite, et d'autres qui défendaient la thèse qu'un gouvernement islamiste élu par le peuple, qu'il soit islamiste ou autre, a le droit et est légitime. Donc il y a eu le même débat. C'est pour ça que c'est une manière de rejouer, d'autant plus que les gens qui défendaient ces thèses, même au niveau, on va dire, des icônes, de l'armée, des chars et tout, faisaient toujours le parallèle entre 92 et ce qui s'est passé la semaine dernière. Pourquoi ça te parle, Karam ? Moi, ce qui me parle surtout, c'est la difficulté de transposer ce qui se passe en Turquie vers l'Algérie et surtout l'ignorance crasse que nous, Algériens, y compris journalistes, avons du système politique turc, de l'armée turque, etc. Et même des notions de coup d'État. La Turquie s'avère être quand même un pays avancé. C'est un pays avancé, c'est un pays qui est décentralisé, où faire un coup d'État n'est pas la même chose qu'en Afrique, même en Algérie. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, ce qui fait, parce que ta question en premier, c'est qu'est-ce qui fait que nous en parlions encore une semaine après ? Moi, je pense que c'est essentiellement parce que ce coup d'État ne s'est pas terminé. Ne s'est pas terminé. Et ça a déclenché des événements qui sont en train de grandir encore. Et si par coup d'État, on veut dire arrêt d'un processus démocratique, il me semble que l'effet a été pour le coup atteint. Oui. On a vu comment ce qui s'est passé, ce coup d'État a avorté, de quelle manière les choses se sont déroulées. Ça montre une fracture, ou la fracture, ça met en avant une fracture de l'armée. De ce côté-là, quand on fait le parallèle avec l'Algérie, on se dit qu'en Algérie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'armée est unie derrière son état-major. Enfin, en Turquie aussi, ça l'était jusqu'à la veille du coup d'État avorté. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des raisons de croire aujourd'hui que l'armée peut être traversée par des contradictions profondes, au même titre que la société ? On va encore peut-être évoquer le cas turc, oui, un moment, pour comprendre, parce que en fait, nous, en tant qu'observateurs, on était à milieu de penser que ça pouvait arriver en Turquie. Il ne faut pas oublier que l'AKP est au pouvoir depuis 2002. En 2002-2003 en Turquie. Et donc, c'est un modèle de pouvoir qui est passé d'un modèle à succès avec de très forts taux de croissance semblables à ceux de la Chine à une impasse économique qui est devenue très vite aussi, en même temps, une impasse politique à cause du théâtre syrien, à cause du redémarrage d'insurrections kurdes, à cause de la montée du terrorisme et de la succession des attentats, etc. Ça s'est passé en 3-4 ans. Et sur cela est venu se greffer une volonté autocratique d'Erdogan. Voilà. Erdogan veut faire passer le modèle institutionnel turc d'un modèle parlementaire, semblable un peu à celui de l'Allemagne,
où c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qui a le plus de pouvoir et le président de la République qui en a le moins. Il veut le changer en un modèle présidentiel. Il veut changer la Constitution en un modèle présidentiel. C'est une évolution qui ne convient pas à une partie de la société turque, qui ne veut pas revenir au modèle du Raïs, qui nous fait tant de mal dans les pays arabes, et donc qui résiste. La question qui se pose, c'est est-ce que cette partie de la société turque qui ne veut pas aller dans cette direction, qui est de mon point de vue un retour archaïque, une dégradation, est-ce que cette société était obligée de recourir au coup d'État pour stopper ce processus? Apparemment, une partie de ceux qui sont contre cette évolution-là ont voulu utiliser cette arme, mais une autre partie n'était pas prête à le faire de bon sens, parce que ce n'est pas un pays où on peut faire des coups d'État. Mais en Turquie, il y avait finalement, on ne l'a pas suffisamment vu, tous les éléments pour qu'on en arrive là. Non. Oui. Erdogan aurait parfaitement pu être un dirigeant du FLN, en ce sens que c'est quelqu'un qui a, à un moment donné de l'histoire de son pays, a apporté de bonnes réponses économiques. Il a senti le coup et donc il a monté un parti populiste, on dit islamiste modéré, mais en fait conservateur, islamiste, un peu traditionnel, rural, type gaulliste, rural, enfin, des partis très classiques de ce modèle-là, qui a répondu, et il a répondu à une attente à un moment donné où la Russie était à une étape d'une croissance précise, la Turquie. Et ce succès a fait croire à Erdogan qu'il était éternel, que sa solution était éternelle. Or, cet homme a commis une succession d'erreurs monumentales depuis quelques années. Il a déclaré la guerre au régime syrien en pensant qu'il allait s'écrouler, il a échoué. Il a contribué à faire naître Daesh à ses frontières. Il a rallumé le feu avec les Kurdes à l'intérieur. Alors, la question kurde était pas loin d'être réglée. Il y a une dizaine d'années, elle était pas loin d'être réglée. C'est reparti à zéro. Il a allumé le feu avec les Russes. Il s'est engagé dans un bras de fer avec les Israéliens, qui l'a mené très loin. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il était hors du coup. Il est en train de réviser tout ça. Il s'est réconcilié avec les Israéliens, il a demandé des excuses aux Russes. Il est en train de reprendre langue avec Bachar al-Assad. Toutes ces erreurs politiques qu'il a commises ont mis la Turquie dans une tension extrême sur le plan interne. Ça devait exploser. D'une manière ou d'une autre, coup d'État, rébellion kurde, attentat, ça devait exploser sur le plan social parce que la tension interne était trop grande. Le coup d'État, d'une certaine manière, l'a sauvé parce que c'était la pire des réponses à ces crises-là. C'était la pire des réponses. Et lui, il refuse de regarder les problèmes tels qu'ils se posent. Il est en train de s'engager dans une régression qui est lamentable pour lui et pour nous aussi. Faire l'analyse de ce qui s'est passé en Turquie, on peut le faire pendant des heures, les opinions existent, les analyses aussi, il suffit de regarder en arrière, et la démarche et la structure du pouvoir et la démarche d'Erdogan depuis qu'il est au pouvoir. Mais encore une fois, je voudrais revenir en Algérie, parce que si ça nous parle encore, c'est parce que ces images étaient fortes, celles des arrestations aujourd'hui. Et il y en a des tas, plus de 6000 ordres d'arrestation. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle la purge dont on parle aujourd'hui. Ça nous rappelle aussi la purge des gens viristes, ici même. Et on continue à s'interroger aujourd'hui en se demandant, et si, comme pour la Turquie, dans le cas de la Turquie, dont on n'a pas fini de parler, il y a des craintes ou des raisons de pouvoir s'inquiéter ou de s'inquiéter de la structure de l'armée aujourd'hui, de sa composante, de son union. Je voudrais te donner la parole à toi, Akram. Est-ce qu'il y a des raisons de croire, encore une fois, je reviens à ma question parce qu'on n'avait pas répondu. Je reviens à la Turquie. À la Turquie, le problème n'est pas qu'Erdogan, c'est le système Erdogan qui a fait trop de place au système qui existait, qui était basé sur une oligarchie, y compris militaire, etc. En Algérie, nous n'avons qu'un seul système. Il n'y a pas de compétition entre les systèmes. Il y a des luttes internes, il y a des courants internes, mais il n'y a pas de compétition entre différents systèmes qui peuvent emmener à
à ce genre d'action. Donc j'ai beaucoup de mal à penser qu'un système en Algérie provoquerait un changement majeur accompagné d'une purge, parce qu'il n'y a rien à purger. L'administration telle qu'elle est aujourd'hui, quand je dis l'administration, prenez-le au sens large, convient parfaitement à ce système. Donc il n'y a absolument rien à purger. Qu'est-ce que tu en penses, Adlène ? C'est difficilement transposable parce que, comme le rappelait Akram, l'armée turque, on ne peut pas comparer déjà l'armée turque et l'armée algérienne. Au niveau, l'armée turque est une puissance économique et industrielle, ça aussi, il faudrait l'expliquer et le développer. La place de l'armée même à l'intérieur de la société turque. Et que les purges dont tu parles tout à l'heure, c'est une exagération, c'est fois 1000, fois 10 000, ce que Erdogan a commencé il y a quelques années. Il faut rappeler ce qui s'est passé avec les journaux. Il faut rappeler qu'il y avait bien sûr, au-delà des arrestations de journaux qui étaient classifiés comme étant hostiles à Erdogan, au gouvernement turc, il y a aussi des sièges qui ont été attaqués par des cocktails Molotov, etc. Donc, ces purges avaient déjà commencé et aujourd'hui, il y a une inquiétude qui est exprimée un peu de manière hypocrite par l'Union européenne quant aux droits de l'homme, alors que même quand il y a eu ces dépassements du gouvernement turc, les Européens se sont très bien arrangés avec cela parce que la Turquie leur rendait d'autres services sur le plan de la sécurité, sur le plan de la migration et sur autre chose. Voilà. Non, la transposition, en fait, on l'a fait, les parallèles ils sont vite faits. Il y a une tradition de coup d'État militaire dans les deux pays, tout simplement. Parce que par le poids de l'armée, rapporté à la société, rapporté au pouvoir politique, par la fonction que pense détenir l'armée dans le maintien des institutions de développement, il y a en Turquie, on dit 3, voire 4, parce que le dernier coup institutionnel en 97, il n'y a pas eu les chars dans la rue. En Algérie, on est entre 3 et 4. Il y a eu 65, il y a eu le coup d'État raté de Tahar Zbiri et de 67. Et il y a eu l'arrêt du processus électoral. Il y en a qui peuvent ajouter le coup d'État de l'été 62 contre le GPRA. Mais bon, c'était deux factions de la révolution algérienne il n'y avait pas encore d'État consolidé. Et donc, c'est ça qui nous fait penser. Et donc, le parallèle, il est vite fait. Il y a une impasse politique, l'armée intervient pour essayer de trouver une solution. Dans quelles conditions, comment? Est-ce que la solution est pire ou pas? Évidemment qu'elle est pire, enfin, Abed l'a dit, on est d'accord pour dire. Dans le cas turc, c'est à la limite de l'idiotie. Ce qui est terrible, moi je suis assez pessimiste pour la Turquie, parce qu'il faudrait à moins qu'elle ne dépasse rapidement le système Erdogan. Parce que ce qui symbolise le mieux cette impasse dans laquelle se trouve la Turquie, c'est que Erdogan, qui a obtenu plus de 50% des voix aux élections, considère que la plus grande menace contre lui, c'est une espèce de gourou installé aux États-Unis. C'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est pas les laïcs, c'est pas l'Europe, c'est une espèce de secte. Et donc, c'est pas une vision moderne des luttes politiques. C'est une régression énorme. Et donc, visiblement, la Turquie a besoin d'accélérer très rapidement pour dépasser le système Erdogan et aller vers des concepts politiques, des luttes politiques plus modernes qui sont en rapport avec l'ambition européenne de la Turquie. Et qui existent dans l'AKP. Il faut quand même le noter. Il faut quand même noter que la crise... C'est très contradictoire. Tous sont traversés par y compris l'AKP, comme le dit Hassan. Alors, vous avez tendance à trop parler de la Turquie, il me semble. Une question, je reviens... jusqu'à ce que j'estime qu'on en ait suffisamment dit. Est-ce que vous pensez qu'une dictature militaire ou une dictature civile peut être un choix? Entre les deux, il y a un choix à faire. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Il y a des choses qui ne sont plus possibles en Turquie. Dans le monde moderne, ça y est, il y a des choses qui sont dépassées. Erdogan peut aller dans la répression, limoger des gens, mettre des gens en prison. Il y a des limites. Il est en train d'ajouter de la tension à la tension qui existe. Il ne peut pas aller très loin. Il va falloir, un jour ou l'autre, il va ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il a dépassé les limites. Le système turc va le remettre en place, y compris les gens de l'AKP qui sont branchés sur l'Europe. Vous savez, à l'AKP,
dans la bourgeoisie turque, il y a des gens qui ambitionnent de prendre une part du marché européen, qui ont une vision très détachés vis-à-vis du monde arabe, qui ont envie de fermer la frontière syrienne, irakienne, etc., et de se tourner vers l'Europe. Ces gens-là commencent à peser. Bon, comment ça va se jouer? Je ne sais pas comment ça va se jouer sur le plan interne, on ne le sait pas encore. Mais ces gens vont faire pression pour imposer leur point de vue. Ils ont un leader politique à l'intérieur de l'AKP, c'est Ahmed Davutoglu, qui était Premier ministre jusqu'à mai dernier, qui a choisi de quitter sa fonction. Et la grande crise politique a démarré en mai au congrès extraordinaire de l'AKP, parce qu'il était en désaccord avec Erdogan sur la refonte de la Constitution qui démunit le Parlement de ses pouvoirs au profit du poste de président, et sur tous les dossiers régionaux, parce que c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères, et donc il était en désaccord sur la ligne Erdogan. Donc il y a une possibilité, une alternance possible, y compris à l'intérieur de l'AKP, ce que nous, pour revenir à l'Algérie, Souhila, nous n'avons plus malheureusement aujourd'hui à l'intérieur de notre système. C'est-à-dire que quand il y a deux solutions qui s'affrontent dans le système et qu'elles sont établies et qu'elles s'expriment, elles ont une vraie expression, une vraie visibilité politique, il y a possibilité de transiger, de trouver les fameux consensus dont parle Mouloud Hamrouche. Aujourd'hui, on n'en a plus. On a tous derrière le quatrième mandat. On sait que le quatrième mandat, ce n'est pas opérant. Ça ne l'était pas déjà au début, avant la chute du prix du pétrole. Aujourd'hui, c'est une folie furieuse de continuer dans cet attelage. Et les solutions alternatives à l'intérieur du système, elles ne sont plus là. Donc le risque que l'armée veuille remettre les choses en place. Parce qu'en Turquie, on pensait que l'armée, c'était le premier communiqué de ceux qui ont fait le putsch. On restaure la démocratie. Bon, ici, je ne vois pas qu'est-ce que ça serait. Restaurer il aurait fallu intervenir au moment où le Conseil constitutionnel a fait un fou avec le certificat médical de Bouteflika. Mais intervenir comment? Un peu dans le style de Ben Ali en Tunisie face à Bourguiba qui ne pouvait plus, etc. Mais en fait, ce que nous a montré définitivement la Turquie, c'est que les alertes, j'ai fait un papier là-dessus, de Mouloud Hamrouche sur le fait que la perpétuation de la crise politique risque de diviser l'institution militaire, c'était pas un langage en l'air. Ça peut arriver, c'est arrivé dans un pays infiniment plus moderne et plus structuré que l'Algérie. En Algérie, c'est un risque complètement opérant aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous êtes tous d'accord pour dire que le temps des coups d'État c'est fini, qu'on ne règle pas les problèmes comme ça. Pourtant, on ne peut pas en dire autant de la dérive autoritaire. On verra dans le cas de la Turquie. Si c'est le cas, ça se fera peut-être ou probablement dans la cohésion sociale, parce qu'on a vu la mobilisation derrière Erdogan. Chez nous, sans conscience sociale. Est-ce qu'il y a une alternative à la démocratie? On appelle ça, vous appelez ça dérive autoritaire. Mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de prisme et se dire que c'est une régression? Parce que ça peut signifier quoi, une dérive autoritaire dans un pays comme l'Algérie, où tu as l'Internet, où tu as cette libération totale de la parole, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans tous les espaces qui ne sont pas expressément contrôlés par l'État, et ces espaces se réduisent de plus en plus. Donc, partout ailleurs, la parole est totalement libre. C'est quoi un régime autoritaire? C'est un régime qui empêche tout simplement le pays d'avancer, d'avancer naturellement, d'aller naturellement vers le progrès. Et donc, en fait, ce n'est pas des solutions qui sont la solution autoritaire. Ce n'est pas une solution autoritaire, c'est une non-solution qu'une vision politique totalement dépassée continue à considérer comme viable alors qu'elle n'est plus. C'est dépassé dans l'histoire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Yassine? Tu voulais prendre la parole? Non, le problème, c'est que nous vivons avec la tentation autoritaire. On va dire les années Bouteflika, c'est un homme du passé, c'est un homme qui a connu le parti unique, qui a vécu sous Boumediene, son modèle dans sa tête, à la fois sur le plan économique et sur le plan institutionnel. C'est celui-là.
Il n'a pas fait d'adjournamento, il n'a pas fait de mise à jour. Mais face à cette tentative d'être un président autoritaire et d'établir un régime autoritaire qu'il n'a pas réussi à mettre en place complètement, parce qu'il y a la vivacité de la société, il y a la sortie de la guerre civile en Algérie qui fait qu'il y a des acteurs qui ont acquis une autonomie qui, par exemple dans la presse, dans une large mesure, mais pas seulement, et qui ont essayé de la conserver pendant les années Bouteflika. Donc l'échec du projet autoritaire, à mon avis, je ne le vois pas comment il pourrait déboucher sur une régression encore plus autoritaire. À mon avis, la porte de sortie ne peut être qu'une porte de sortie par le haut. Mais en attendant de l'entrevoir, cette porte de sortie, on est aujourd'hui, et c'est vraiment cela qui est alarmant, on est dans une impasse totale qui fait que le recours à la force militaire pour trancher le conflit, pour produire une nouvelle situation, est un recours possible. Oui. Ce qui serait une marche normale de la société vers le progrès, vers la liberté, est entravée. Quand c'est entravé, ça explose d'une manière ou d'une autre, par l'émeute, par le coup d'État, par le terrorisme, par la résurgence de l'islamisme politique. Donc tout ça, c'est des manifestations sociales ou sociologiques d'une impasse ou d'un pouvoir qui ne veut pas que la société évolue. La société trouve de mauvaises solutions pour évoluer. Est-ce que pour vous, pour en revenir à la Turquie, pour vous, c'est Erdogan qui a triomphé ou est-ce que c'est la démocratie ? Bon, pour moi déjà, la Turquie est grand perdant dans cette histoire. Le peuple turc perd. En arriver à cette situation est déjà un aveu d'échec, une situation d'échec total. Maintenant, si on veut faire du wishful thinking, ce qui serait bien pour la Turquie, c'est que Erdogan ne poursuive pas dans cette démarche qui est d'accapéiser le pays, parce que l'appel d'air qu'a créé ces 70 000 personnes qui ont été mises à la rue va être comblé par l'AKP. Il faut vraiment pas se faire d'illusions. Moi, j'ai des informations de Turquie, de l'intérieur de l'AKP, qui disent que maintenant, la prochaine étape, c'est de libéraliser le port d'armes et de, entre guillemets, créer une milice AKP pour protéger la révolution. C'est très très dangereux, c'est vraiment la chose que je souhaite le moins pour la Turquie, mais c'est une chose qui est vraiment d'actualité là-bas. La régression, c'est un engrenage. Tout à fait. C'est des petits pas et on s'y retrouve. Pour revenir à la démocratie Erdogan, il faut rappeler aussi la vision d'Erdogan, ou même de Morsi en Égypte avant, si on rappelle tous les discours, même ici. Ils parlent tous de démocratie, mais c'est une démocratie selon la recette qui les arrange le plus, même les régimes ici, c'est la démocratie électoraliste. Ça veut dire que moi, il y a tant de personnes qui ont voté pour moi, j'écrase la minorité qui est en face. Ça a été le discours d'Erdogan, ça a été le discours de Morsi, c'est le discours ici. C'est un peu la démocratie, c'est les élections, c'est une majorité à voter pour moi, mais le reste de la démocratie, ça veut dire libérer la parole, laisser les gens réfléchir comme ils veulent, respecter les minorités, etc. Ça c'est hors de question. C'est mon papier d'aujourd'hui dans le quotidien d'Hollande, donc je me fais de la promo. C'est le problème des pays où il y a un grand parti hégémonique. Je fais un historique de tous ces pays. L'Afrique du Sud est en plein là-dedans, avec l'ANC, qui a été un grand parti, qui avait sa justification historique, mais qui aujourd'hui est en train d'étouffer la démocratie. Donc c'est l'AKP, c'est le rôle qu'a joué le parti du Congrès en Inde pendant très longtemps. Il y avait un formalisme électoral qui était inattaquable, mais dans la démocratie, l'essentiel, c'est pas de gérer ses propres partisans, donc qui sont acquis. L'essentiel dans la démocratie, c'est de gérer les autres, les adversaires et les minorités, d'autant plus qu'il y a des questions qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas gérer ou les trancher par le nombre. Si on prend le cas de l'Algérie, pour un exemple qui est très simple, la question de la langue berbère, si on fait un référendum sur la langue berbère, il y a des chances que la majorité dise non. Or, c'est pas comme ça qu'on traite cette question sur le plan démocratique. On la traite autrement. Et ces partis hégémoniques type AKP
sont en train d'échouer. Et j'ajouterais, il y a un truc qui est très simple. Il y a un type qui s'appelle Cameron, qui a fait un référendum, qui a échoué, qui est rentré chez lui. C'est la supériorité de l'Occident sur nous. Point. Erdogan ou le conservateur, ou le projet conservateur, ou la démocratie? On s'en fout du projet conservateur. C'est le mécanisme, c'est le respect du processus démocratique. C'est ça qui est le véritable enjeu. Et moi, ça me gêne pas. L'Italie a été dominée par la démocratie chrétienne de l'après-guerre pendant 3 décennies. C'est des gens qui réfléchissent comme l'AKP, attention. Hein. Et voilà. Je cite l'Italie avec les brigades rouges. C'est l'étouffement. Les brigades rouges, c'est l'étouffement de la démocratie. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que les peuples savent qu'à un moment ou à un autre, les opinions peuvent changer leur gouvernement par les urnes. Ça, les dernières années, c'était possible en Turquie. C'est ça qui a sauvé Erdogan. C'est parce que c'était possible. L'AKP a perdu en juin 2015 la majorité absolue. Il a à peine restauré en novembre 2015, mais il a perdu. Il a perdu de sa domination. Alors je pense que ce qui s'est passé, pour essayer d'épiloguer sur la relation avec l'Algérie, ce qui s'est passé, je pense que ça va nous protéger durablement contre la tentation d'un règlement de l'impasse politique algérienne par un coup de force militaire. Je pense que ceux qui faisaient des appels au pied à l'armée pour qu'elle fasse, à ce moment-là, l'opposition, qu'elle fasse le ménage, etc., dans son style plus ou moins policé, je pense qu'ils en ont pris, entre guillemets, pour leur grade. C'est à nous, citoyens, société, dans notre diversité, y compris nos divergences d'intérêts, etc., de régler ces questions-là. Voilà comment on peut consolider le progrès. C'est important aussi de se projeter rapidement, avant de terminer, de revenir en arrière rapidement. Dans les années 92, rappelez-vous, le fils avait remporté les élections. Ensuite, il est sorti dans la rue, tu en as parlé tout à l'heure, pour dénoncer la décision d'arrêter le processus électoral. Et le fils était considéré à l'époque comme des radicaux. Aujourd'hui en Turquie, ce sont des démocrates. Où est la faille? Si on peut essayer d'expliquer ça rapidement, est-ce que c'est dans le projet que proposait l'un et l'autre? Est-ce que c'est dans la Constitution? Parce qu'après tout, la laïcité, on n'y touche pas dans la Constitution. Non, on n'y revient pas. En Algérie, l'islam est religion d'État. Donc je vous pose la question pour essayer de voir un petit peu plus clair. Officiellement, l'AKP respecte la Constitution turque, qui est une constitution laïque. Il y a quand même des barrières. Oui, il est inscrit noir et blanc qu'on ne peut pas revenir sur la laïcité de ça fait une différence. Ouais. Ça fait une différence. Non, le fond du problème aussi, c'est ce dont on débattait tout à l'heure, c'est cette vision de la démocratie comme étant un calcul électoraliste. Alors que la démocratie, elle est beaucoup plus importante. Les élections ne sont qu'une partie de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des débats aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui est légitime démocratiquement et qu'est-ce qui ne l'est pas démocratiquement. Oui, bon. Et ben voilà, je vous demanderai de rester avec nous. On revient tout de suite après. Cette fois, nous parlons de terrorisme. À tout de suite. Vous êtes des alors, tout se passe très bien. Nous sommes tous d'accord. Et ça va bien se passer jusqu'au bout. Donc, on vous avait promis de revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Et l'autre actualité pesante, c'était l'attentat de Nice. 84 morts, presque autant de blessés aujourd'hui encore. Ce n'est pas l'acte d'un fou, un acte prémédité, exécuté. Au nom de quoi? Les motivations de son auteur sont peu convaincantes, fragiles mentalement, même s'il a eu en peu de temps un intérêt pour la mouvance islamiste. Alors, ou les mouvances radicales. Vu d'Alger, est-ce que ce qui se passe en France peut nous permettre de nous positionner en tant que donneurs de leçons?
Bon, déjà, sur déjà dire que c'est un acte qui a été préparé et tout, qui fait partie d'un... Vraiment, ça n'engage que toi. Et ça engage bien sûr les quelques politiciens français qui profitent de ça pour se consolider et consolider leurs opinions. Donc, moi, j'estime que c'était un acte coordonné qui faisait partie... Non, moi, j'estime que... J'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'était prémédité. Que lui c'est avait prémédité. oui. Que lui. Je ne parle pas d'une liaison avec un quelconque réseau. Je dis lui a prémédité. Il a organisé, il est allé jusqu'au bout. D'accord. Mais j'ai de très gros doutes que ce soit autre chose qu'un acte isolé d'un déséquilibré mental. Il faut le préciser. Oui, on remarque, donc pour répondre à la deuxième partie de ta question qui est la plus importante, on a l'impression quand même que maintenant la France s'intéresse de plus en plus à l'expérience algérienne, mais pas que la France, les États-Unis aussi et quelques autres pays européens. Il y a de plus en plus de journaux qui ont publié des articles sur l'expérience algérienne et il y a aussi des interventions d'experts qui citent l'expérience algérienne comme étant un modèle à considérer, non pas à suivre obligatoirement, mais à prendre en compte. Ils ont lu le post de Adlan cette semaine ils ont aussi lu son article peut-être, plutôt. Et donc oui, l'expérience algérienne est clairement montrée du doigt ces jours-ci comme étant une façon de faire. Comment est-ce que la France aujourd'hui peut anticiper par rapport à sa guerre contre le terrorisme dans laquelle elle semble être engagée pour longtemps? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un facteur psychologique, à mon avis, dont on ne tient pas assez compte. Des gens se rendent aujourd'hui compte que, de manière très personnelle, très individuelle, ils peuvent faire des trucs spectaculaires. On est à la limite du psychologique et du militant. Quelle est la part de l'un et de l'autre? J'en sais rien. Il faut voir. La deuxième chose, c'est que dans toutes les analyses que font les Européens, ils font ces analyses à travers leur propre lorgnette. Or, ils n'essayent pas d'intégrer ce qui se passe de l'autre côté. J'ai dit ici, je vais rappeler un truc que j'ai dit. Le mot Palestine est pour nous suffisant pour que des gens aillent se faire exploser durant les 2 prochains siècles, à Paris, à New York et ailleurs. Les Occidentaux ne se rendent pas compte de ce que représentent ces choses-là. L'Irak, 2003, quand on a assisté à l'invasion et à la destruction de l'Irak par un Occident arrogant, tueur, destructeur. Ils ont détruit l'État iranien. Il faut se rappeler que Paul Bremer, proconsul, a signé un acte de dissolution de l'armée irakienne. Ça veut dire qu'il a livré ce pays au chaos pendant un demi-siècle. C'est ça, objectivement, c'est ça. Ce que ces gens ont fait, c'est des choses qui s'accumulent de l'autre côté. Les gens ont accumulé, ils sont en train d'accumuler. Et quand tous ces problèmes seront aplanis, moi je garde une image, je ne sais pas si les gens s'en souviennent ou pas. Un des fils de Kadhafi, arrêté, on l'a vu, physiquement on l'a vu, on a vu une autre image après, il n'avait plus de bras. Il avait été mutilé, vivant. Et ensuite, on a dit qu'il est mort. C'est passé par perte et profit. Ça, il y a toute une partie de la Libye qui se remémore tout ça. Mais moi, je reviens à la question centrale dans tout ça, c'est le mot Palestine et ce qu'il représente. Un Saddam Hussein pendu le jour de l'Aïd, ça, même les moins sensibles d'entre nous ont quand même été secoués. Cette sensibilité
à la limite du religieux, du psychologique, de l'historique, tout ça, ça s'accumule et les Européens qui font des analyses n'en tiennent pas compte. Justement, alors la France ou et ils se l'Europe, fourvoient. la France, l'Europe, les autres pays occidentaux aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent anticiper? Je prends l'exemple de la France, quand 58% des sondés par Opinionway estiment que l'islam est une menace pour la République. Non, c'est-à-dire, moi je voulais revenir justement sur, tu parlais tout à l'heure de réaction. Oui. Moi, le lendemain de l'attaque de Nice, j'ai eu un post qui a énormément révulsé amis et connaissances, etc. Et Abed Sharaf. Et Abed Sharaf et d'autres aussi. Voilà, et Akram et tout le monde. Voilà. Voilà, je suis revenu plus tard pour dire que c'était maladroit excessif et je me suis expliqué. Mais je vais dire pourquoi ce post-là est une manière de revenir sur ce que parle Abed sur la réponse occidentale au terrorisme. Il y a beaucoup de problèmes, pas seulement au niveau analyse. Moi, ce qui m'avait révulsé, au-delà de l'attentat lui-même, de la sauvagerie de l'attentat, et du fait aussi que des proches n'étaient pas très loin de cet acte, proches parmi les proches, des proches qui n'ont pas encore 5 ans ou 6 ans, des enfants, c'est que la réponse politique, technique, sécuritaire et analytique face au terrorisme en France et en Europe, elle est d'une médiocrité criante. Pourquoi ? Parce que d'abord, on considère le terrorisme comme quelque chose de technique. On n'essaie pas de comprendre la symbolique. On mobilise des moyens techniques et sécuritaires. Qadim a parlé tout à l'heure, engager une guerre en pleine austérité européenne, ça va être un suicide. On n'a pas la bonne approche du phénomène parce qu'on pense qu'on va traiter le terrorisme exactement comme la police française et les RG français traitent les banlieues. On a souvent été... on n'a pas été gêné par l'angélisme qui fait que même les rebelles islamistes terroristes de Syrie étaient considérés comme des alliés. Fabius, la fameuse phrase de Fabius qui dit que ce groupe terroriste en Syrie faisait du bon boulot. Ça, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de diplomates et beaucoup de mes sources m'ont dit après les attentats de Belgique, de Paris, nous avons laissé faire parce qu'ils allaient ailleurs, parce qu'on croyait que la menace était ailleurs. Il y a une succession de traitements très hypocrites du côté européen qui ont permis ça. Il n'y a pas que le terrorisme lui-même, il y a aussi sa gestion qui est très, très enfermée et cette réaction qui est toujours réactive. Aujourd'hui en France, on pense à sécuriser les grands boulevards. Ça veut dire il y a eu un attentat sur les grands boulevards. Donc on va faire les grands boulevards, mais les terroristes vont faire autre chose, elle n'est pas proactive. Là, l'expertise algérienne est très très difficilement exportable ailleurs pour des raisons X et Y. Mais une faculté algérienne de l'époque, c'était une puissance d'analyse des opérationnels acquise très très rapidement à partir des années 94-95 qui était proactive. Ça veut dire qu'on commençait à imaginer ce que les terroristes allaient faire et ça a donné des résultats intéressants. C'est là où on a commencé vraiment à démanteler les réseaux urbains par exemple, comme le FIDA, 94-95 et les autres réseaux urbains qui étaient très implantés. Donc voilà, la réponse, elle pose un grand problème en Europe aussi. Alors, 3 choses. Moi, je vais tout de suite évacuer le débat ontologique de l'Occident et de l'Orient. C'est trop compliqué si on l'aborde aujourd'hui. Tu vas être encore frustré à la fin de la deuxième partie, comme tu l'as été à la fin de la première. Non, moi, voilà. Mais effectivement, il y a un débat. Il y a François Burga qui porte un peu ce point de vue dans le champ, dans le champ académique français. Il y a ce très pétillant conflit entre Gilles Kepel et Olivier Roy sur est-ce que c'est la radicalité qui s'est islamisée ou est-ce que c'est l'islam qui s'est radicalisé. C'est un débat très intéressant et très profond, mais je pense que ça va être difficile. Il y a le livre de Smaïl Goumzian. Excellent. Qui pose le problème de manière radicalement différente. L'islam n'est pas coupable. Voilà. L'islam n'est pas coupable. Il dit que ce qui se passe, c'est un fruit des tensions et donc qui s'exprime par un biais. C'est pas l'islam n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Donc je pense qu'on pourra peut-être l'aborder à la rentrée parce qu'il y a un sujet standard et qui revient. La réponse politique et sécuritaire. La réponse, on peut être plus utile dans cette partie du débat. Moi, je réponds à Akram et à Adlan. Le modèle algérien, on le regarde différemment maintenant à partir de l'Occident. On dit peut-être qu'on a des choses à apprendre des Algériens, etc. Adlan vient de corriger en disant qu'il n'est pas exportable. Bien sûr qu'il n'est pas exportable.
On peut rappeler, tu as écrit 200% pour la méthode Tartag. La méthode Tartag, c'est 10 000 disparus en Algérie. Quelle est la démocratie de l'Occident qui peut assumer 10 000 disparus? En Algérie, on peut l'assumer. La France. L'a déjà voilà, je pose la question. La méthode Tartag, c'est des dizaines de milliers de morts. La France l'a fait au Des deux côtés. Évidemment, le GIA, les islamistes, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le GIA a été manipulé, machin, etc. Ce sont des islamistes, des fous de Dieu qui ont fait. Bon, c'est un autre débat. Mais des deux côtés. Il y a une partie de ces milliers de morts qui sont responsables, qui sont le fruit d'une répression aveugle. Voilà, hors norme. Bien. Donc de ce côté-là, qui a sauvé la République? Moi, j'ai aussi mon point de vue, je diverge un peu avec mes amis du FFS. Moi, je pense que ce sont les villages de l'intérieur du pays. Je parlais avec un chef d'entreprise, aujourd'hui prospère, qui me racontait, dans les années 90, on est en train de faire une fiche Wikipédia, il faisait le guet dans une guérite de Haras Jumhouri, dans la Mitidja Est, avec ses frères pour protéger le quartier. Voilà. Ce sont les citoyens qui se sont mobilisés, qui ont porté les armes. L'ANP n'a pas été décisive. C'est la mobilisation des citoyens qui ont pris les armes. Moi, j'étais pour que les gens qui étaient attaqués dans leur village s'autodéfendent. C'est un débat. Donc la méthode, elle n'est pas exportable. Maintenant, quand on dit la méthode n'est pas exportable, ça ne veut pas dire que tout ce que fait l'Algérie aujourd'hui depuis 10 ans pour, par exemple, faire en sorte qu'à Alger, on est dans un espace sécurisé. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'il n'y a pas eu d'attentat à Alger, on touche du bois, ni dans les grandes villes. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre. Peut-être que est-ce qu'il faut mettre des dispositifs qui contraignent la mobilité des gens? Nous, tous les matins, moi je viens de Sudania, il faut se taper des barrages à ne plus en finir, etc. Est-ce que les Européens, les Occidentaux sont prêts à renoncer à leur liberté à ce point pour avoir plus de sécurité? C'est un débat. Maintenant, quand tu dis ils abordent avec les mauvaises clés, avec les mauvaises réponses, dans une large mesure, c'est quand même pas en Algérie qu'ils trouveront les bonnes réponses. Permettez-moi, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est l'occasion avec toi, Akram, de revenir un peu sur la lutte contre le terrorisme. Les Algériens disent aujourd'hui, c'est fini, c'est derrière, la mayonnaise ne prend plus, ce qu'on a vécu, c'est terminé. Ils ont le droit. C'est vrai, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. Où est-ce qu'on en est dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui? Non, je voulais juste préciser une chose. J'ai jamais dit que l'exemple algérien était exportable. C'est pas du tout le cas. Concernant l'Algérie, ce qui est en train de se passer, il y a deux phénomènes. Dire précipitamment que le terrorisme est révolu, que nous sommes à l'abri des attentats à Alger ou dans les grandes villes ou même dans les campagnes, c'est faux. Il faut juste rappeler que les gens ne le savent pas, mais le Scorat et le général Hassan, à l'époque, avaient arrêté un bon nombre d'attentats kamikazes qui allaient se passer dans la capitale. Je parle en dizaines d'attentats qui étaient en préparation. Donc la volonté de nuire, de faire du mal, du terrorisme existe encore. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la promesse que véhicule la mouvance terroriste en Algérie ne prend plus, n'a aucune valeur auprès du peuple. Donc, ils ont énormément de mal à recruter. Depuis quelque temps, depuis 2 ans, on va dire, les terroristes ont même du mal à recruter des logisticiens ou bien juste avoir des rapports avec les populations isolées. Ils n'arrivent plus à s'approvisionner en nourriture. On peut le constater, on l'a constaté ce Ramadan avec la famille qui a été récupérée à Gigel. Et son récit quand même indique l'état dans lequel est ce groupe terroriste. Ils ont dû changer en l'espace de 3 mois plus de 4 fois d'endroit, arrivant à un endroit qu'ils ne connaissaient même pas. Ça veut dire que l'armée a mis réellement la pression sur eux et qu'ils ne trouvent plus aujourd'hui de répondants logistiques pour leur survie. Et justement, la multiplication des arrestations, des éliminations des terroristes est liée à ça. Ils sont en train de sortir. Et à chaque fois qu'ils sortent, ils sont pris en charge par l'armée. Et ils sont aussi en train d'essayer, apparemment, de partir, de quitter le territoire. Parce que ça devient de plus en plus difficile de résister, de s'installer ici en Algérie. Et sur les méthodes de guerre qui sont utilisées depuis quelque temps Non, il n'y a pas de changement notable. Le quadrillage est le même. Ce qui a changé, c'est l'attitude des terroristes qui était en dormance à un certain moment parce que c'était très difficile de faire face au quadrillage, mais qui jouissait quand même d'un petit peu de logistique qui parvenait à vivre.
Aujourd'hui, ça devient très très compliqué pour eux et de plus en plus d'entre eux, parmi eux, répondent au chant des sirènes du djihad d'ailleurs pour aller faire le coup de feu. On sait combien il reste de terroristes? On peut pas, on ne sait pas, mais... on les a estimés à un moment à 800, non, à 700 c'était Zerhouni qui avait donné le chiffre de 700. Entre le moment où il a prononcé ce mot et aujourd'hui, Farid Alilat nous rappelle dans son bon article de cette semaine qu'il y a eu 1200 terroristes abattus. Donc ça veut dire que déjà à l'époque c'était faux. Que c'était faux. Il doit y avoir autour d'1 millier de terroristes en Algérie, entre le nord et le sud, mais avec une capacité de nuisance qui est quand même très très faible par rapport à... Ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est un débordement. C'est le débordement par rapport à nos frontières, plus qu'un terrorisme dans les... Non, ça serait réellement suicidaire pour des groupes ou des milices terroristes qui seraient, par exemple en Libye, de venir essayer d'entrer en Algérie. Ce n'est pas dans leur intérêt de survie ou d'extension. On le voit, le passage de Daesh à l'État islamique s'est fait essentiellement sur l'idée de territoire. Pourquoi ils ont avancé aussi rapidement sur du désert, sur du vide? C'est pour se constituer un territoire. Ils ne le feront pas face à des armées qui sont là, qui sont fortes. Donc aujourd'hui, après la débâcle qui se dessine à Sirte, on imagine que Daesh va plutôt aller vers le Soudan, vers le Tibesti, vers des régions qui sont très isolées, très éloignées, pour continuer à régner sur du territoire. Oui, Abed, tu veux réagir par rapport à tout ce que tu viens d'entendre? Oui, non. On nous avertit très sérieusement par le biais des Nations Unies et par le biais de Barack Obama lui-même que Ban Ki-moon et Barack Obama ont dit que ce qui se passe à Sirte risquait d'avoir une expansion de la guérilla dans toute la région. On nous avertit à l'avance de ce qui va se passer. Il y a une maîtrise. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Je reviens toujours à ce facteur qui est central. Aujourd'hui, en Syrie et en Irak, qu'est-ce qui se passe? Il y a des forces russes, des forces du régime syrien, des forces françaises et des forces américaines et iraniennes qui font la guerre ensemble contre Daesh. Concrètement, ils sont là, ils font la guerre ensemble. Officiellement, ces gens-là, c'est des ennemis qui ne se parlent pas. Sur le terrain, ils sont ensemble. Il faut qu'on lise ces événements. Il faut qu'on les lise. Et quand on a cet événement-là, et que Ban Ki-moon nous dit que les gens de Sirte vont se disperser, je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils vont aller vers le Soudan. Leur destination naturelle, c'est la Tunisie et l'Algérie. C'est le plus simple parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens, parce qu'il y a un certain nombre d'Algériens, parce que c'est un chemin qui semble plus logique, plus facile. Et donc, voilà, on nous dit, la prochaine étape pour l'État islamique, c'est nous. Il faut qu'on se prépare. Ce cynisme avec lequel on s'adresse à nous. Et je rappelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle Gaza. Gaza est sous blocus. Oui. C'est complètement occulté, c'est complètement sorti des radars. Plus personne ne parle de Gaza. Gaza, aujourd'hui, prépare des gens qui sont à Gaza ou en dehors de Gaza, qui sont en Algérie, en Tunisie, en Irak. Il y a 5 000, 10 000 personnes qui vont se faire exploser sur les 50 prochaines années à cause de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. C'est comme ça. On ne peut pas l'occulter. Bon, on va être obligé de terminer, mais une dernière question. Comment est-ce que l'armée peut gérer ces menaces? C'est une nouvelle forme de menace au moindre frais, sans y laisser des plumes, après une longue bataille contre le terrorisme. Ça dure depuis des années. Réponse politique et réponse militaire. Une réponse politique passe par une consolidation d'un front national, d'un consensus, etc. Et de mon point de vue, c'est l'essentiel, c'est le plus important, c'est ça qui est fondamental. La lutte militaire sera un élément technique qui viendra en appui de cette décision politique. Et donc ce serait moins lourd à porter? Oui, juste il faudrait dire qu'il ne faut pas aussi que ce soit
takhwif. Il ne faut pas que reproduire ce qui est en train d'être reproduit aujourd'hui par le régime, qui est de faire peur aux gens et de ne donner le choix aux gens que l'allégeance ou le terrorisme. Je pense que Abd ne parle pas de ça. Tu veux terminer ? Non. Ok, Hassan, ça y est. Voilà, c'est fini. Ça passe trop vite. On nous avait dit 1 heure, ça suffit pas, mais bon, quelques fois si, d'autres fois on est frustré comme aujourd'hui. À jeudi prochain, ce sera la dernière cette fois-ci. Nous ferons sans doute un récapitulatif sur l'année et une perspective sur l'avenir. Voilà. Avec un souhait que vous passiez une bonne semaine et à jeudi prochain.